Dans les années 90, les riches pensaient avoir acheté tout le système judiciaire. Ils se trompaient. On ne peut pas acheter tout le système si votre bourreau travaille à l'intérieur. Diane Cole travaillait dans la police, tous les jours, de 9h à 6h, avec un badge autour du cou et un tampon dans la main, et c'est précisément cela qui lui a permis de passer inaperçu pendant tant d'années. Le juge Raymond Hargrave ne restait jamais au travail après 18h. Ce n'était pas seulement une habitude, c'était un principe qu'il suivait depuis 22 ans, depuis son premier jour à la cour de district de Cook. Sa secrétaire connaissait cette règle, son chauffeur la connaissait. Même le gardien du parking du tribunal situé au 26 West California savait qu'à 18h pile, la Buick bleu foncé du juge Hargrave quitterait le 3e étage du parking et tournerait vers le nord. Le 27 mars 1998, tout se déroulait comme prévu. Hargrave avait 58 ans, il avait 22 ans d'expérience derrière lui, était membre de 3 associations juridiques et avait la réputation d'être quelqu'un qui savait résoudre des affaires complexes sans faire de vagues. Cette dernière qualité était particulièrement appréciée dans certains cercles de Chicago. Il vivait à Wilmette, dans une maison de 3 chambres, avec une pelouse bien entretenue, jouait au golf le dimanche et allait pêcher une fois par an dans le Wisconsin. En apparence, c'était un homme ordinaire à la fin d'une carrière ordinaire. Ce jour-là, à 6h moins le quart, le greffe appela le bureau du juge. Une voix jeune, sans doute celle d'un stagiaire ou d'un greffier débutant, annonça que de nouveaux éléments avaient été reçus dans le cadre du réexamen de l'appel. Des documents urgents, il fallait les signer personnellement et immédiatement, car l'audience commençait le lendemain matin. Le coursier était déjà parti et serait au tribunal dans 20 minutes. Hargrave est resté. Ce n'était pas une erreur au sens habituel du terme, c'était une erreur d'expérience, celle d'une personne habituée à ce que le système fonctionne en sa faveur et non contre elle. Il n'a pas rappelé le bureau pour clarifier les détails, il n'a pas demandé au chauffeur d'attendre. Il est simplement resté. Le coursier est arrivé à 18h15. C'était une femme vêtue d'une veste uniforme avec le logo du service de messagerie et un badge sur la poitrine. Calme, professionnelle, elle tenait une tablette pour la signature. Elle m'a remis l'enveloppe, m'a demandé de signer et m'a donné le numéro du dossier. Le numéro était authentique, l'affaire était réelle. Le juge Hargrave avait signé. Le gardien à la sortie les a vus sortir ensemble du bâtiment. La femme a ensuite indiqué une voiture garée près du trottoir, disant qu'il y avait un deuxième paquet de documents, trop volumineux pour tenir dans une enveloppe. Hargreaves l'a suivi. Il a été filmé pour la dernière fois par les caméras de surveillance extérieure à 18h23. Vendredi soir, sa femme a appelé le poste de police. On lui a expliqué qu'un homme adulte avait le droit de partir sans prévenir sa famille. Lundi matin, sa secrétaire a constaté que le juge ne s'était pas présenté à l'audience. C'était sans précédent en 22 ans. Au moment où ses collègues ont commencé à poser des questions, un document en bonne et due forme se trouvait déjà dans les archives du comté de Cook. Homme non identifié, retrouvé dans la zone industrielle de Southside, âgé d'environ 55 à 60 ans, sans papier, sans caractéristiques particulières, envoyé à la crémation aux frais de l'État de l'Illinois. Le document a été signé par le greffier principal du service d'enregistrement des preuves, Diane Cole. Et maintenant, qui était cette femme? Et comment s'est-elle retrouvée là où elle s'est retrouvée? Diane Cole est née le 12 février 1961 à Rockford, dans l'Illinois. Elle est la deuxième enfant de la famille. Son père, Edward Cole, était comptable dans une petite compagnie d'assurance. Sa mère, Marjorie, s'occupait du ménage et travaillait à domicile comme dactylographe. La famille Zeman n'était ni pauvre ni riche, mais appartenait à ce qu'on appelle la classe moyenne solide. Une maison bien entretenue dans un quartier calme, des factures payées, aucune dette et aucun excès. À première vue, une famille tout à fait normale. Les voisins, interrogés par les enquêteurs près de 20 ans après les faits, se souvenaient tous à peu près de la même manière de Diane. Calme, polie, elle lisait beaucoup. Elle ne sortait presque jamais jouer avec les autres enfants. Non pas parce qu'on le lui interdisait, mais parce que, apparemment, elle n'en ressentait pas le besoin. L'un de ses anciens camarades de classe la décrivait ainsi. Elle connaissait toujours la réponse, mais ne levait jamais la main en premier. Cette observation est plus précise que de nombreuses caractéristiques psychologiques. Diane ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle observait, elle fixait, elle mémorisait des détails que les autres ne remarquaient pas. Dans ses bulletins scolaires, on retrouve toujours les mêmes qualificatifs. Assidue, soigneuse, travaille de manière autonome, pas une seule mention de ses amis, pas une seule mention de conflit. Elle existait dans la classe comme une fonction. Elle était présente, elle faisait son travail, elle obtenait des notes, tout en restant pratiquement invisible. Les psychologues criminologues qui ont travaillé sur l'affaire après son arrestation ont particulièrement souligné ce schéma. Non pas l'isolement comme conséquence du rejet, mais l'isolement comme stratégie consciente. Dès son plus jeune âge, Diane a compris que si personne ne vous remarque, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'invisibilité n'est pas une faiblesse, c'est un outil. En 1979, elle a obtenu son diplôme avec mention et s'est inscrite à l'Université de l'Illinois à Chicago pour étudier la gestion administrative et la gestion documentaire. Son choix était caractéristique, ni le droit, ni la criminalistique, ni la médecine, justement la gestion documentaire, les systèmes de stockage de l'information, l'archivistique. Elle a choisi une profession qui, par nature, suppose l'invisibilité. Une personne derrière des papiers, une personne entre des dossiers, une personne que personne ne remarque. Elle vivait dans une résidence universitaire, puis a loué un petit appartement dans le nord-ouest de Chicago. Ses voisins de palier ne se souvenaient presque pas d'elle, sauf qu'elle disait toujours bonjour, ne faisait jamais de bruit et payait son loyer tous les jours.
Après avoir obtenu son diplôme universitaire, en 1983, elle a été embauchée comme commis junior dans le greffe d'un tribunal de district. C'était un travail routinier, discret, bien rémunéré pour l'époque. Elle s'occupait des dossiers, enregistrait les documents, gérait les archives. Ses collègues ont par la suite déclaré que Diane était une employée idéale. Elle arrivait à l'heure, ne demandait jamais de congé, ne se plaignait jamais et connaissait mieux que quiconque le fonctionnement du service. Les premiers signes de ce qui sera plus tard appelé contrôle obsessionnel de l'information se manifestaient alors sous une forme tout à fait inoffensive. Elle connaissait par cœur les numéros des dossiers que les autres commis mettaient plusieurs minutes à trouver. Elle remarquait des erreurs dans les documents que personne d'autre ne détectait. Elle se souvenait qui avait demandé tel ou tel dossier et à quel moment, sans aucun registre, simplement parce qu'elle avait une bonne mémoire. Pour un archiviste, c'était des qualités précieuses. Personne n'aurait imaginé que ces informations, qui avaient consulté les documents, quand et pourquoi, deviendraient un jour un instrument de mort. En 1985, Diane Cole avait 24 ans. Elle travaillait dans le système depuis déjà 2 ans. Elle savait comment fonctionnait le circuit de circulation des documents. Elle savait où les dossiers étaient conservés. Elle savait qui prenait les décisions concernant leur destruction et comment. Et c'est précisément cette année-là que tout a changé. Au cours de l'été 1985, Diane Cole a été violée. Cela s'est produit après un événement d'entreprise, une réception annuelle organisée par l'un des cabinets d'avocats étroitement liés au système judiciaire du comté de Cook. Diane s'y est rendue grâce à un collègue qui avait reçu une invitation et lui avait proposé de l'accompagner. Elle a accepté, ce qui était rare pour elle de sortir de son routine habituelle. Il y avait 4 agresseurs, tous étaient des invités de la soirée, tous étaient des gens fortunés, influents et connus qui comptaient à Chicago en 1985. 2 d'entre eux étaient les fils d'entrepreneurs réputés dans la ville. L'un était l'associé junior du cabinet d'avocats en question. Le dernier était l'assistant d'un membre du conseil municipal. Diane a déposé sa demande le lendemain. Les procès-verbaux de l'interrogatoire initial ont décrit son état comme calme, sans émotion apparente. Le détective qui a pris sa déposition dira plus tard qu'il avait d'abord pris ce calme pour un signe de manque de fiabilité. Il se trompait, ce n'était pas de la distance, c'était du contrôle. Diane parlait clairement, de manière cohérente, avec des détails précis, l'heure, le lieu, les noms, la chronologie des événements. Elle a nommé les 4 personnes. L'affaire a été ouverte. Au cours des 3 mois suivants, Diane s'est présentée régulièrement à toutes les convocations de l'enquêteur. Elle a fait des déclarations, elle a répondu aux questions des avocats, elle a subi de nouveaux interrogatoires. Elle a fait tout ce que le système exigeait d'elle, méthodiquement, sans se plaindre, sans s'énerver. Le système faisait autre chose. Tout d'abord, le témoignage d'un des témoins, un homme qui avait vu Diane dans un état de stress évident immédiatement après les faits, a disparu. Ensuite, il s'est avéré que les preuves matérielles n'avaient pas été correctement enregistrées lors de leur réception. Une formulation qui, traduite du jargon bureaucratique, signifiait une seule chose. Elles avaient été délibérément rendues inutilisables devant un tribunal. Puis, l'avocat de l'un des accusés a déposé une requête visant à faire déclarer les preuves irrecevables et le juge l'a accepté. Le juge était Raymond Hargreaves. L'affaire a été classée en novembre 1985. La formulation dans le procès-verbal, preuves insuffisantes pour renvoyer l'affaire devant le tribunal. Les accusés n'ont été ni condamnés ni acquittés. L'affaire a simplement cessé d'exister. Diane l'a appris par une lettre. Notification standard en 2 paragraphes, langage administratif, sans explication, sans nom. Juste un fait. L'affaire est close. Elle n'a pas appelé l'enquêteur, elle n'est pas allée au commissariat, elle n'a pas déposé plainte. Elle a lu la lettre, l'a pliée en 2 et l'a rangée dans le tiroir de son bureau. À tous égards, elle l'a acceptée. Les psychologues criminologues qui ont étudié son comportement pendant cette période décrivent les événements différemment. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'un changement d'attitude. C'est à ce moment-là que Diane Cole a définitivement pris conscience du fossé qui existait entre la réalité du monde et la façon dont il devrait être. Le système auquel elle faisait confiance et au sein duquel elle travaillait ne l'a pas simplement rejeté. Il a pris le parti de ceux qui lui avaient fait du mal. Ce n'était pas pour elle une catastrophe émotionnelle. C'était une conclusion analytique. Le système n'est pas neutre. Le système fonctionne pour ceux qui ont de l'argent. Et si le système n'est pas neutre, cela signifie qu'il peut être utilisé de la même manière qu'il a été utilisé contre lui. Pendant les 5 années qui suivirent, Diane travailla discrètement et méthodiquement. Elle améliora ses qualifications, elle fut mutée dans des services ayant un accès plus large aux documents. Elle étudia la logique interne du système d'archivage du comté, non pas en tant que simple employé chargé d'effectuer un travail, mais en tant qu'analyste élaborant une carte. Elle savait où étaient conservées les preuves matérielles. Elle savait qui signait les documents de destruction. Elle savait comment fonctionnait le système d'identification des corps non identifiés et où se trouvaient ses lacunes. En 1990, un poste s'est libéré au service d'enregistrement des preuves et aux archives médico-légales du comté de Cook. Diane a postulé le jour même où elle a vu l'annonce. Lors de l'entretien, elle a donné l'impression d'être la candidate idéale, expérimentée, précise. Elle connaît le système de l'intérieur. Elle ne pose pas de questions superflues. Ils l'ont prise. Environ 1 an après avoir commencé à travailler à son nouveau poste, elle a tenté de créer sa propre entreprise en 1985. Il n'existait pas. Il n'était ni clos, ni archivé, ni transféré à un autre service. Il était tout simplement introuvable, ni dans aucun registre, ni dans aucun fichier.
Le dossier physique contenant les pièces du dossier avait été détruit. Même l'enquête, qui s'est penchée sur cette question des années plus tard, n'a pas réussi à déterminer qui avait donné l'ordre. Cela avait été fait de manière propre, professionnelle et selon toute vraisemblance, contre de l'argent. Diane resta quelques minutes devant la case vide du fichier, puis je suis retourné à mon poste de travail. J'ai ouvert le registre des affaires entrantes et je me suis mis au travail. Ce moment n'a pas été le point de rupture. Il n'y a pas eu de rage, pas de larmes, pas de décision prise sous le coup de l'émotion. Les psychologues criminologues qui ont analysé son comportement après son arrestation s'accordent sur un point. La découverte de la cellule vide n'a pas été un déclencheur mais une confirmation. La confirmation de ce qu'elle savait déjà. Ce à quoi elle était déjà logiquement parvenue après 5 années de travail discret. Le système a détruit son dossier. Maintenant, elle va les détruire. Un par un, méthodiquement, en utilisant le même système qu'ils avaient utilisé contre elle. Du papier contre du papier, un cachet contre un cachet, des archives contre des archives. Elle a commencé à se préparer. Diane Cole ne se pressait pas. C'est la première chose et la plus importante qui la distinguait de la plupart des gens qui décident de se venger. Entre le moment où elle a découvert la case vide dans le fichier et son premier crime, il s'est écoulé exactement 1 an. Pendant 12 mois, elle a travaillé, observé et préparé son coup. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle comprenait que la seule façon d'agir en toute impunité au sein du système était de s'y intégrer si profondément que ses actions passeraient pour une routine bureaucratique ordinaire. En 1991, elle savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le système d'archivage du comté de Cook. Elle savait quels documents étaient dévérifiés et lesquels ne l'étaient pas. Elle savait combien de temps prenait le traitement standard d'un corps non identifié. Elle savait quel détective était de garde la nuit et à quel point il lisait attentivement les documents. Elle savait comment fonctionnait le système d'identification et où se trouvait exactement la faille qui permettait de faire disparaître une personne non seulement physiquement, mais aussi administrativement. La lacune était réelle et systémique à l'ère du papier, avant la numérisation massive, avant les bases de données unifiées, avant la vérification automatique des enregistrements entre les services, les archives existaient sous la forme d'un ensemble de fichiers isolés. Le service d'enregistrement des preuves ne communiquait pas automatiquement avec le service d'expertise médico-légale. Le service d'expertise médico-légale ne vérifiait pas en temps réel la base de données des personnes disparues. Et les archives municipales des crémations existaient comme une unité administrative distincte qui recevait les documents à l'entrée et délivrait des certificats à la sortie sans aucune vérification croisée. Diane travaillait à la jonction de tous ces systèmes. C'est là, à la frontière entre deux services, dans cet espace où les documents passent de main en main et où personne n'assume la responsabilité personnelle de l'ensemble du processus, qu'elle a trouvé sa place. La mécanique était la suivante. La première étape consistait à préparer un faux mandat de police. Diane avait accès aux formulaires, aux imprimantes du service, aux modèles de signature et aux cachets. Elle ne falsifiait pas grossièrement les documents. Elle les imprimait sur le même papier, avec la même police de caractère et les mêmes références que celles utilisées par le service dans son travail quotidien. La différence entre un véritable mandat et son mandat était indétectable sans expertise spéciale. Et personne n'a procédé à une expertise spéciale, car personne ne savait qu'il fallait le faire. La deuxième étape consistait à contacter la victime. Un appel téléphonique ou une visite, toujours sous le couvert d'un fonctionnaire. Une affaire urgente, nécessité d'une présence physique, des détails qui rendaient la demande plausible. Un numéro de dossier réel, le vrai nom de l'enquêteur, l'adresse réelle du tribunal, les victimes venaient d'elles-mêmes car elles avaient l'habitude que le système les convoque et qu'elles se présentent. C'était cette même logique du pouvoir qui les avait autrefois protégées de ces agissements. À présent, elles jouaient contre elles. La troisième étape a été la disparition. Quatrièmement, la mise en scène. Diane a utilisé son accès aux actifs confisqués et aux documents financiers qui passaient par les archives des affaires de fraude fiscale et d'évasion fiscale. Elle transférait l'argent des victimes sur des comptes fictifs et envoyait en leur nom des télécopies. Dans les années 90, les télécopies avaient une valeur juridique, indiquant un départ urgent du pays en raison d'un contrôle fiscal. La formulation n'était pas choisie au hasard, à une époque où la fuite devant le fisc était un phénomène suffisamment répandu parmi les riches pour ne pas éveiller immédiatement les soupçons. Ces messages étaient perçus comme plausibles par les familles. Désagréables, mais plausibles. La cinquième étape concernait le corps. Elle les déposait dans les zones industrielles de Southside ou dans les quartiers à forte criminalité, là où l'apparition d'un corps masculin non identifié n'avait rien d'exceptionnel. La police venait sur place, constatait les faits, rédigeait un procès-verbal et transmettait le dossier au service d'identification, c'est-à-dire à son service. Et là, le système se refermait sur lui-même. Le corps lui a été remis comme sans-abri non identifié. Elle s'est occupée personnellement de la documentation. Elle a vérifié elle-même la base de données des fiches dentaires et des empreintes digitales, celle-là même dont elle avait préalablement supprimé les enregistrements correspondants. La vérification n'a rien donné. L'identité n'a pas été établie. Et au bout de 48 heures, soit le délai réglementaire pour la crémation des corps non réclamés aux frais de l'État, elle a signé le dernier document. Après la crémation, il ne restait plus rien. Ni ADN, ni dents, ni empreintes. Seulement une inscription dans le registre non identifié, incinéré. Frais pris en charge par l'État de l'Illinois. 6 enregistrements en 8 ans. Le choix des victimes n'était ni aléatoire ni chaotique.
Diane travaillait à partir d'une liste qu'elle avait dressée en 1985. 4 agresseurs, l'avocat qui avait détruit les preuves, le juge qui avait classé l'affaire, 6 personnes, 6 signatures pour sa destruction, 6 cibles. Elle ne s'écartait pas de sa liste, elle n'y ajoutait pas de personnes au hasard, elle n'élargissait pas son champ d'action à mesure que sa confiance en sa propre impunité grandissait. Cela distinguait fondamentalement son comportement de celui de la plupart des criminels en série, chez qui l'escalade est un élément inévitable. Diane n'escaladait pas, elle exécutait. Les intervalles entre les crimes étaient irréguliers, allant de quelques mois à 1 an et demi. C'était également un choix délibéré. Elle attendait que l'agitation autour de la disparition précédente s'apaise, que la famille accepte définitivement la version selon laquelle elle avait fui les autorités fiscales, que l'affaire soit officiellement classée comme absence volontaire. La première victime en 1991 fut l'un des 4 agresseurs, un copropriétaire de 30 ans d'une entreprise de construction, fils d'un promoteur immobilier réputé à Chicago. À première vue, c'était un homme qui avait réussi et dont la carrière était en plein essor. Il a disparu en octobre. Sa famille a reçu un fax en novembre. La police a suspendu les recherches en décembre après que les autorités fiscales aient confirmé qu'il faisait effectivement l'objet d'un contrôle. La deuxième victime, en 1993, fut un avocat, le même associé junior du cabinet d'avocats qui, en 1985, avait déposé une requête pour irrecevabilité des preuves. À cette époque, il était déjà devenu associé à part entière et menait plusieurs affaires importantes pour le compte de grandes entreprises. Il disparut en mars. Ses collègues du cabinet acceptèrent la version d'un départ précipité, d'autant plus que peu avant sa disparition, le cabinet avait effectivement fait l'objet d'un contrôle fiscal qui n'avait aucun rapport avec lui personnellement. Les 3e, 4e et 5e victimes ont suivi en 1994, 1996 et 1998. Les 3 autres agresseurs sur les 4. À chaque fois, le même scénario. Une commande fictive, un rendez-vous personnel, une disparition, un fax, un corps non identifié, une crémation. Le dernier, en 1999, fut le juge Raymond Hargrave. Pendant 8 ans, le système n'a connu aucune défaillance. En partie parce que le stratagème était techniquement irréprochable. En partie parce que les victimes étaient des personnes que l'on ne cherche généralement pas avec beaucoup d'ardeur lorsqu'il existe une explication plausible à leur disparition. Un homme riche qui se cache des autorités fiscales n'est pas une victime d'un crime. C'est un suspect d'évasion fiscale. Sa disparition ne suscite pas l'inquiétude des forces de l'ordre, mais plutôt une indifférence professionnelle. Mais il y avait une 3e raison pour laquelle le système ne tombait pas en panne. Personne ne l'a vérifié. Diane Cole a été une employée irréprochable tout au long de sa carrière. Pas une seule infraction disciplinaire, pas une seule plainte, pas un seul incident. Ses collègues la décrivaient comme une personne qui vivait pour son travail. Elle arrivait avant tout le monde, partait après tout le monde et connaissait le système mieux que quiconque. Ses supérieurs l'appréciaient précisément parce qu'elle ne posait jamais de questions et ne demandait jamais d'explications. Elle n'a vraiment jamais posé de questions. Elle connaissait déjà toutes les réponses. Le seul incident que l'enquête a ensuite qualifié de première micro-erreur s'est produit en 1996. Lors de l'enregistrement du 4e corps, Diane a utilisé un formulaire de commande portant un numéro de série qui appartenait officiellement à un autre service. L'erreur était insignifiante, le numéro de série sur les formulaires n'était pas vérifié manuellement et le système d'enregistrement des formulaires était négligé. Personne n'y a prêté attention, mais le formulaire avec le numéro incorrect est resté dans les archives. 7 ans plus tard, c'est lui qui deviendra l'un des maillons de la chaîne qui mènera l'enquête jusqu'à Diane Cole. Le système que Diane Cole a utilisé comme arme a fini par devenir celui qui l'a détruite. Pas tout de suite, pas rapidement, et pas pour la raison qu'elle aurait pu prévoir en 1991, son effondrement n'est pas venu d'un détective attentif ni d'un témoin fortuit. Il est venu de la technologie, de cette numérisation même qu'elle ne pouvait en principe pas prendre en compte dans ses calculs, car au moment où elle a élaboré son plan, cette technologie n'existait tout simplement pas. En 2003, le département de police de Chicago, en collaboration avec le bureau du procureur du comté de Cook, a lancé le projet d'archivage numérique qui consiste à convertir les documents papier au format électronique et à regrouper les bases de données des différents services dans un système unique. Pour la première fois depuis des décennies, des fichiers disparates, qui n'avaient jamais été interconnectés, se sont retrouvés dans un même espace. L'algorithme a commencé la vérification. En février 2004, le système a signalé 6 hommes fortunés officiellement enregistrés comme ayant quitté volontairement le pays entre 1991 et 1999. 6 corps non identifiés enregistrés dans les archives du comté de Cook au cours de la même période. 6 crémations effectuées en 48 heures, la probabilité statistique d'une coïncidence fortuite pour les 6 paramètres simultanément était pratiquement nulle. Le détective Marcus Wade, du service des affaires non résolues, a reçu les documents au début du mois de mars. Il a passé les premières heures à se convaincre qu'il s'agissait d'une erreur de l'algorithme, puis il a commencé à vérifier. La tentative d'identifier au moins un des 6 corps a donné un résultat dans le 6e cas. Lors de la numérisation d'anciennes radiographies, un technicien a découvert dans les archives une image d'un corps arrivé en mars 1999.
Dans la région de la cuisse gauche, on voyait clairement un implant métallique avec un numéro de série lisible. Le numéro a été envoyé à la base de données des fabricants d'implants orthopédiques. La réponse est arrivée 4 jours plus tard. L'implant en titane portant ce numéro de série avait été posé en 1994 à un patient nommé Raymond Hargrave, âgé de 61 ans, résidant à Wilmette, dans l'Illinois. Le juge Raymond Hargrave, porté disparu depuis mars 1999, a été incinéré aux frais de l'État le 29 mars de la même année, 48 heures après la découverte du corps. Les documents relatifs à l'incinération ont été signés par Diane Cole. Wade a demandé les 6 dossiers relatifs à la crémation. L'analyse a montré que dans les 6 cas, les documents avaient été remplis par le même employé. Dans les 6 cas, la vérification dans la base d'identification avait été effectuée par le même employé. Dans 4 des 6 cas, le procès-verbal initial d'admission du corps portait également sa signature, ce qui constituait en soi une violation du règlement interne. Cet employé était Diane Cole. L'enquête a rouvert son dossier personnel. Un dossier irréprochable depuis 13 ans, à l'exception d'un détail, une tentative enregistrée de recherche d'un dossier d'archives datant de 1985. Le dossier n'a pas été retrouvé. La mention suivante figure dans la colonne des résultats. Documents manquants, détruits conformément au plan. Les criminologues se sont parallèlement penchés sur un formulaire portant un numéro de série anormal datant de 1996. L'expertise a établi que le formulaire avait été imprimé sur l'imprimante du service d'enregistrement des preuves, mais que le numéro de série appartenait à un lot délivré au service d'expertise médico-légale. La liste des employés ayant accès simultanément aux 2 services à cette période comptait 3 personnes. 2 d'entre elles ont fait des déclarations excluant leur implication. La 3e était Diane Cole. Le mandat de perquisition a été délivré le 22 avril 2004. Les enquêteurs n'ont trouvé ni arme du crime ni trace de violence dans la maison. Celle-ci était propre et tout à fait ordinaire. Dans le tiroir inférieur du bureau, sous une pile de documents de travail courant, se trouvait un dossier. À l'intérieur, des coupures de journaux sur les disparitions mystérieuses de 6 hommes, chacune soigneusement datée et signée à la main d'un seul mot. Exécuté. Et tout en bas, les procès-verbaux originaux de l'affaire de 1985, ceux-là même qui étaient officiellement considérés comme détruits. Elle les a conservés pendant 18 ans. Diane Cole a été arrêtée le 23 avril 2004 sur son lieu de travail. Selon les témoignages de ses collègues, elle n'a opposé aucune résistance et n'a pas prononcé un mot. Elle s'est simplement levée de sa chaise lorsqu'on lui a demandé de les suivre, comme si elle l'attendait depuis longtemps. Le procès a débuté en septembre 2004. 27 chefs d'accusation. Diane Cole n'a fait aucune déclaration pendant toute la durée du procès. Les jurés ont délibéré pendant 18 heures. Reconnu coupable des 27 chefs d'accusation, condamnation à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Elle l'écouta debout, sans changer d'expression. Les procès-verbaux originaux de l'affaire de 1985, trouvés lors de la perquisition, ont été joints au dossier en tant que preuve matérielle et sont ainsi devenus des documents publics. Ils contenaient des noms. Les 6 personnes étaient toutes décédées à cette date. Aucune enquête officielle n'a été menée pour déterminer qui avait détruit le dossier et sur l'ordre de qui. À la suite d'un audit interne, le département de police de Chicago a mis en place des contrôles croisés obligatoires lors de l'enregistrement des crémations, a limité l'accès d'un seul employé à toutes les étapes du traitement d'un dossier et a introduit la vérification automatique des données sur les personnes disparues avec les données des expertises médico-légales. Toutes ces mesures ont été mises en place en 2005, soit 14 ans après que Diane Cole allait commencer à travailler. Diane Cole purge sa peine dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité de l'État de l'Illinois. En 20 ans d'incarcération, elle n'a accordé aucune interview et n'a déposé aucun recours. Cette affaire est close, mais la question qu'elle a soulevée s'est avérée plus difficile à régler que n'importe quelle affaire pénale. Qu'advient-il d'une personne que le système aurait dû protéger, mais qu'il n'a pas protégée? Non par incompétence, mais délibérément, pour de l'argent. Diane Cole a trouvé sa réponse. Un papier, un tampon, une signature. La justice n'est pas toujours rapide, mais parfois, elle vient d'où on l'attend le moins.